Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième partie de débuter en astronomie du coup. Donc toujours sur Astro FR en partenariat avec le club d'astronomie de Cassini qui est le club d'astronomie de Versailles du coup, dont je fais partie tout simplement. Voilà. Ce n'est pas un sponsoring, c'est juste que j'en fais partie. Point. Alors, du coup, la dernière fois, on a parlé de la carte du ciel et de comment se repérer dans le ciel. Cette fois-ci, j'ai changé un peu l'ordre de ce que j'avais annoncé la dernière fois. Je donc cette fois-ci, je vais parler des instruments d'astronomie, les différents types d'instruments qui existent et comment bien choisir. Alors, je rappelle que ces présentations sont destinées aux débutants en astronomie et donc on va pas trop parler astrophotographie et du coup tous les concepts qui vont avec. Voilà. Je vais réserver ces concepts de résolution, de champ, d'échantillonnage à la prochaine partie qu'on va appeler quelques notions de mathématiques utiles. Voilà. Après, on aura sûrement du coup une partie sur le soleil, une partie pour préparer sa soirée d'observation et une partie un peu plus vaste sur les premiers pas en astrophotographie qui sera sûrement fait en 2 parties. Donc on est parti pour la partie numéro 2. Ça fait beaucoup de faux parties, hein. Alors, du coup, les différents instruments d'astronomie et comment bien choisir. Alors, donc on va faire un peu le tour des différents instruments et pour ça, on va avoir besoin de base en optique géométrique. Alors, l'optique géométrique, c'est un domaine des sciences qui décrit le comportement de la lumière avec l'optique sous forme de géométrie, du coup. Donc la lumière va être représentée par des rayons qu'on va représenter là par des flèches. Et on va représenter les différents optiques par soit des flèches qui vont vers l'extérieur, qui vont représenter du coup une lentille convergente, des flèches qui vont vers l'intérieur, qui vont représenter une lentille divergente. On va aussi représenter les miroirs avec du coup des traits avec des petits bâtons derrière. Donc on va avoir le miroir plan qui est juste un trait, le miroir divergent qui est un trait avec aux extrémités des traits qui vont vers l'extérieur et un miroir convergent, pareil avec des petits traits à l'extérieur du coup, qui vont vers l'intérieur. Alors, du coup, ces représentations-là, vous allez les voir durant la présentation. Alors, j'ai fait exprès de garder les mêmes couleurs pour que vous puissiez vous y repérer en différentes optiques qui sont utilisées. Donc, chacun de ces optiques a des propriétés qui sont à peu près toujours les mêmes, sauf pour le miroir plan, du coup, qui possèdent du coup tous ce qu'on appelle une distance focale. Alors pour une lentille, on a du coup la lumière qui vient par la gauche, qui passe devant le point focal image et quand elle ressort, elle passe devant le point focal normal. Donc on va définir aussi un plan. Donc un plan, c'est une surface qui passe du coup par ce point focal image. Donc cette surface, on va l'appeler le plan focal image. Et la surface qui passe par le point focal tout court, du coup, normal, on va l'appeler le plan focal normal du coup. Voilà. Pour les lentilles, du coup, on va définir un diamètre qu'on va aussi définir pour les miroirs, convergents et divergents. Donc la seule différence entre une lentille et un miroir, c'est que la lentille, on va la traverser. Donc la lumière sera concentrée ou pour une lentille divergente, du coup, éparpillée, on peut dire ça comme ça. Après, du coup, donc elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre. Pour le cas d'un miroir, on va avoir la lumière qui va rebondir sur le miroir, donc il va jamais le traverser. Pour un miroir convergent, pour un miroir divergent, ça va être la même chose que la lentille divergente. Donc ça va plutôt un miroir convergent, on va plutôt concentrer la lumière, comme la lentille est convergente. Un miroir divergent, on va faire l'inverse du coup.
va empêcher la lumière de se concentrer. Et un miroir plan ne va pas agir sur la concentration de la lumière. Donc elle va juste renvoyer, le miroir plan va juste faire rebondir la lumière. Donc si la lumière arrive droite, elle va repartir dans le sens inverse, mais non modifié. Voilà. Ok. Donc en ayant vu ces petites bases, on va aller un peu plus loin. Donc comme je vous ai dit, on représente les rayons de lumière par des flèches. Donc là, j'ai choisi des flèches de différentes couleurs pour que vous puissiez repérer le trajet réalisé par les différents rayons. Alors, en optique géométrique, on peut aussi représenter les rayons d'un objet qui n'est pas à l'infini. Alors, nous, on ne va pas s'occuper de ça parce que ça ne nous concerne pas. Parce que du coup, en astronomie, on regarde des objets qui sont dits à l'infini. On peut dire qu'ils sont très loin. Donc, on va surtout s'intéresser à ce cas de figure-là. Ça sert à rien de voir tous les autres cas de figure qui sont même souvent plus complexes. Donc, dans le premier cas, on a du coup un objet qui est à l'infini. Donc, on dit quand un objet est à l'infini, les rayons qui viennent de cet objet sont parallèles les uns aux autres. Donc là, c'est ce qu'on voit, le rayon rose, bleu et vert sont tous parallèles. Une fois qu'ils vont rentrer dans la lentille convergente, donc on a bien les flèches vers l'extérieur, ces rayons vont être concentrés en un point, qui est le point focal. Voilà. Donc en dessous, on a le cas où l'objet n'est pas aligné avec le centre de la lentille. Si jamais il est légèrement sur le côté, donc il forme un angle avec le centre de la lentille, le centre qu'on dit centre optique, donc c'est le trait qui traverse de gauche à droite le schéma. Donc si jamais il y a un angle, par exemple que l'objet que vous regardez n'est pas au centre du télescope, cet objet, du coup, au lieu d'être focalisé au point focal, sera focalisé quelque part sur le plan focal. C'est-à-dire que la distance entre l'endroit où le point sera focalisé et la lentille restera la même. Voilà. Ça, c'est dans un premier cas. Dans un second cas, si un objet émet de la lumière sur le point focal, du coup image, dans le cadre d'une lentille, alors les rayons de lumière, quand ils vont sortir du coup de la lumière convergente, ils vont sortir parallèles. Donc sortir comme ils rentrent quand ils viennent de l'infini. Voilà. Donc ça, c'est important grâce à ces deux propriétés. Donc des rayons parallèles atterrissent au point focal et des rayons qui viennent du point focal sortent parallèles. Voilà. Donc là, la représentation d'un objet qui n'est pas exactement aligné avec l'axe du coup, qui ressort parallèle aussi, mais avec un angle. Voilà. Donc ça, c'est très important, ça va nous permettre de comprendre la suite de qu'est-ce qui se passe dans un instrument d'astronomie. Alors, avant de partir sur l'instrument en entier, on va définir une petite chose, hein, c'est comment se comporte l'œil d'un point de vue optique. Donc, l'œil, en fait, on peut le représenter par une lentille convergente, qui correspond en fait au cristallin qui est dans l'œil. Et donc les rayons, une image du coup d'un paysage qui est très très loin, donc on va considérer que c'est l'infini, ou d'une étoile hein, tout simplement, vont arriver pareil parallèles, et du coup le cristallin va les faire focaliser sur ce qu'on appelle la rétine, donc au fond de votre œil. Et donc c'est à ce moment-là que des capteurs, qu'on appelle des cônes et des bâtonnets, vont transformer cette lumière en couleur et en niveau de luminosité. On dit souvent plutôt en niveau de gris. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'œil. Mais ça, c'est l'œil au repos. C'est-à-dire qu'au repos, l'œil voit des images à l'infini. Par contre, si jamais on a un petit muscle autour du cristallin qui va venir comprimer le cristallin et qui va permettre de pouvoir voir des images qui ne sont pas à l'infini. Heureusement, hein, sinon on ne pourrait pas voir devant nous. Ça serait pas très pratique. Hein. Donc grâce à ce muscle, le cristallin va nous permettre de voir d'autres images qui ne sont pas à l'infini. Mais du coup, il faut que le muscle s'active. Si le muscle ne s'active pas, si le muscle du coup ne s'active pas, on voit une image à l'infini. Donc c'est pour ça qu'on dit au repos,
l'œil voit des images à l'infini. Donc ce qu'on va faire dans un télescope, c'est qu'on va du coup lui donner à l'œil une image qui vient de l'infini. Voilà. Donc vous allez me dire, ok, de base, les étoiles, l'image elle vient de l'infini. Donc à quoi ça sert de mettre un télescope? Du coup, le télescope, son principal intérêt, ça sera de concentrer la lumière. Donc on va voir ça juste après. On va aussi définir un autre objet qui va être assez pratique, qu'on appelle un oculaire. Donc un oculaire, pareil, on peut le simplifier en disant que ça correspond à une lentille convergente. Et donc cet oculaire, lui, son rôle, ça va être de prendre des rayons qui sont sur le plan focal. Donc là, dans ce cas-là, vu que c'est dans l'axe, on parle de point focal, et de faire sortir ces rayons à l'infini. Donc on se doute bien que, alors pour ceux qui ont déjà vu ce genre de choses, en général, on met l'œil derrière un oculaire. Donc ça tombe bien, en fait. Le télescope, son rôle, ça va être de tout emmener sur ce point ou plan focal. L'oculaire, ça va être de le repasser à l'infini. Et notre œil, ça va être de le refocaliser, mais au fond de notre œil. Voilà. Alors l'œil, on n'a pas le choix, on est obligé de le garder, hein. On peut pas l'enlever. Sinon, ça serait plus pratique, on n'aurait pas besoin d'oculaire. Mais malheureusement, il faut le garder. Enfin, en tout cas, le cristallin, il faut le garder. On n'a pas le choix. Et il faut surtout pas l'enlever, sinon ça pourrait poser problème. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'un oculaire si on veut voir dans un télescope. Voilà. Alors, tac. On continue. Alors, du coup, je vais prendre le cas de l'instrument le plus simple, qui est la lunette simple. Dit simple, c'est la lunette qui possède une lentille. Voilà. Il existe des lunettes beaucoup plus complexes qui vont faire des choses beaucoup plus complexes avec les rayons, mais on va pas trop étudier ça pour l'instant. Donc, dans un premier temps, on a notre étoile qui est à l'infini, qui envoie des rayons parallèles, et ces rayons parallèles, du coup, vont tous converger en un point ou en un plan, en fonction d'où ils viennent dans l'espace. Si l'étoile est pile au centre de là où je regarde, du coup, elle va atterrir pile sur le point focal. Voilà. On continue. Donc à ce moment-là, c'est là où on peut mettre un capteur. Donc là, je mets juste ça à ce moment-là parce que c'était utile de mettre ça à ce moment-là. Donc le capteur, en fait, c'est un peu comme notre rétine dans l'œil. Il va pouvoir, du coup, enregistrer une image. Donc en astrophotographie, c'est à ce moment-là, donc on met le capteur juste derrière. On met le capteur au niveau du plan focal et du point focal de l'instrument. Voilà. Donc, quand on fait la mise au point avec un capteur, le but, ça va être juste de rapprocher et d'éloigner le capteur pour qu'il atterrisse pile sur ce plan focal. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas que le capteur, c'est aussi de mettre un œil derrière. Et donc ça, pour mettre son œil, il va falloir ajouter ce qu'on appelle l'oculaire. Alors l'oculaire, il a aussi du coup sa distance focale, comme l'instrument, parce que il peut être aussi représenté par une lentille convergente. Et donc ce qu'on va essayer de faire, et c'est ça le principe de la focalisation ou de la mise au point, ça va être de placer l'oculaire de telle façon que le point focal de l'oculaire atterrisse sur le point focal de l'instrument. Voilà. Et donc ce qu'on peut voir dans ce schéma, c'est que du coup les rayons partent de l'infini, de l'étoile, sont focalisés en un point, puis après retournent dans la deuxième lentille et repartent à l'infini. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'image a été inversée. On voit bien que le rayon vert est en bas au début, est en haut à la fin. Et inversement pour le rayon violet, ce qui explique effectivement l'inversion d'image quand on regarde dans une lunette. Et, et par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la distance entre le rayon vert et le rayon violet n'est pas la même que la distance entre le rayon violet et le rayon vert. Ça veut dire qu'en fait, on a concentré la lumière, donc la lumière qui du coup a été collectée par la lentille de devant, du coup, donc par la lunette, a été concentrée grâce à ce système optique dans notre œil. Voilà. Alors si on veut aller plus loin, tac, on peut aussi représenter
les rayons de lumière qui viennent d'un objet qui n'est pas aligné avec le centre de l'instrument. Donc là, c'est un peu plus complexe à représenter. Il faut rajouter des petites lignes pour pouvoir nous aider. Voilà, donc on a encore 3 rayons qui du coup rentrent parallèles et ressortent toujours parallèles, mais avec un angle. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de maths. En entrée, l'angle, on peut l'appeler alpha, du coup, et en sortie, l'angle, on peut l'appeler bêta, du coup. Alors, pourquoi je les ai pas appelés pareil? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont pareils. Alors si on regarde plus en détail, on s'aperçoit qu'en fait l'angle n'est pas identique. Heu, L'angle bêta est plus important que l'angle alpha. Voilà. Et ça tombe bien, en fait ça correspond à la définition du grossissement. Voilà. Donc la définition du grossissement, c'est l'angle bêta divisé par l'angle alpha. Donc l'angle alpha, ça peut être tout simplement par exemple le diamètre de la Lune dans le ciel, donc à peu près un demi-degré. Ça peut être, plein d'autres choses et donc l'angle bêta, ça va être le diamètre apparent, donc l'angle qu'on voit avec notre œil de l'objet en sortie. Voilà. Donc si par exemple, en entrée, la Lune fait un demi-degré, peut-être qu'avec un grossissement de 10 fois, j'obtiendrai du coup une Lune qui, au lieu de faire un demi-degré, fera 5 degrés. Voilà. Ça sera le diamètre du coup apparent de la Lune derrière l'oculaire. Donc ça, c'est si je fais un grossissement de 10 fois. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas pratique d'utiliser les angles, hein, pour mesurer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est, utiliser plutôt les distances focales. Alors ce qu'on peut voir, donc là c'est un peu de maths, donc la tangente, je rappelle, c'est du coup la distance opposée à l'angle divisée par la distance tangente à l'angle. Donc la distance opposée à l'angle, c'est la distance qui est marquée là, qui s'appelle A, et la distance tangente à l'angle, c'est la distance focale de l'instrument. Dans ce cas-là, pour l'angle alpha, et par contre pour l'angle bêta, c'est la distance focale de l'oculaire. Donc on voit bien que si on fait bêta divisé par alpha, on se retrouve avec la focale de l'instrument divisée par la focale de l'oculaire. Et donc en général, c'est comme ça qu'on va plutôt passer pour calculer du coup le grossissement d'un objet. C'est en utilisant du coup les distances focales. C'est pour ça que sur un oculaire, on indique la distance focale en gros pour pouvoir calculer le grossissement entraîné par un oculaire. Voilà. Je vous rassure, c'est à peu près les seuls maths qu'on va faire de toute la présentation. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, partons un peu sur les différents instruments. Maintenant qu'on a vu un peu d'optique, hein. Alors, j'ai mis quelques critères. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais c'est pour moi les critères les plus importants à prendre en compte, hein, pour le choix d'un instrument. C'est d'abord la focale de l'instrument. Donc, la distance à laquelle les rayons qui viennent de l'infini sont focalisés. Donc ça va nous permettre. Comment on va choisir la focale? C'est en se posant la question quel grossissement on veut obtenir. Et alors donc là, j'apporte pas le concept de champ, mais en gros, c'est la portion du ciel que vous voulez observer. Donc quel champ je veux obtenir? Plus on aura de focale, plus on va grossir et moins on verra de portions du ciel. Plus on a de Moins on a de focale, du coup, inversement, moins on va grossir et plus grand sera la portion du ciel qu'on verra. Voilà. Le diamètre, c'est important, hein, ça correspond à la taille du collecteur de lumière. Collecteur principal, donc en général ça correspond à la taille du miroir principal ou de la lentille principale et donc ça nous là pour savoir le diamètre qu'on va choisir, heu, il va falloir se dire quelle résolution on veut. Donc la résolution qu'on veut, la résolution ça correspond au plus petit détail qu'on veut voir. Donc plus on veut voir des petits détails, plus il faudra un grand diamètre. Voilà. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que» mais du coup la luminosité, c'est pas lié au diamètre? Ah, pas que. C'est lié en fait du coup au rapport entre la focale du coup et le diamètre. Voilà, donc plus on aura un rapport faible et plus l'objet sera lumineux. Voilà, et plus on aura un rapport fort et moins l'objet sera lumineux. Donc la luminosité, elle est inversement proportionnelle au rapport
focal sur diamètre. Le rapport f sur d, ou des fois c'est noté f sur x, donc x c'est le rapport, et des fois c'est marqué 1, 2 points, x, c'est sur les objectifs photo, et x c'est le rapport en focal diamètre. Voilà. Alors on a aussi des paramètres qui sont moins géométriques, mais plutôt physiques. Donc on a l'encombrement, hein, donc le volume pris par l'instrument. Donc il faut toujours se poser la question si on doit le transporter ou pas, et si on doit le transporter avec quoi. Donc par exemple, est-ce que je suis à pied? Est-ce que je suis à vélo? Est-ce que je suis en voiture? Est-ce que je suis en camion? Est-ce que je suis en semi-remorque? Voilà. En fonction du moyen de transport qu'on aura pour transporter l'instrument, ça va être important de choisir l'instrument en conséquence. Alors, pourquoi la question je dois le transporter? Parce que si vous êtes à poste fixe, c'est-à-dire que si le télescope est dans votre jardin, ça sera plus simple d'avoir un très gros instrument, un instrument volumineux, que si c'est un télescope que vous devez transporter en permanence parce que, par exemple, vous voulez aller à la campagne pour l'utiliser. Voilà. On a aussi le poids qui est très important parce que ce que vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas l'utiliser, tout simplement. La plupart du temps, on est seul. Alors des fois, on observe en groupe, mais pas tout le temps. Et du coup, si vous avez un télescope que vous ne pouvez pas porter, eh bah, ça sert à rien de l'avoir. Voilà. Et pareil, de où à où, ça c'est important. C'est-à-dire que si c'est juste le mettre dans mon jardin, je peux potentiellement transporter un télescope qui fait 20 kg sur 3 mètres, pas de souci. Par contre, si je dois traverser toute l'île de France avec, en RER, ça sera pas la même, du coup. On va prendre un instrument qui sera du coup plus léger. Alors on a aussi la qualité optique. Ce qui est important, c'est de se dire, de quelle qualité j'ai besoin. Souvent on va dire, le maximum, hein. Moi je veux avoir la meilleure qualité. Sauf que du coup, ça va être très lié au dernier argument qui va être le prix. Hein. Plus le prix sera élevé, en général, meilleure sera la qualité. Mais pas que. En fait, le prix sera lié à tous les autres paramètres qui sont au-dessus. Voilà. C'est souvent d'ailleurs le paramètre qui va décider à votre place. Alors, on va refaire un peu de géométrie. Alors, vous inquiétez pas par rapport aux chiffres, c'est pas important. On va voir différentes courbes qui sont importantes par contre pour la description des différents instruments. Donc les différentes courbes en rouge, alors attention, les couleurs qui sont à gauche ne sont pas les mêmes que les couleurs qui sont à droite. Malheureusement, j'ai trouvé ces 2 représentations, tous les 2 sur Wikipédia, mais malheureusement, elles sont pas représentées avec les mêmes couleurs. C'est dommage. Donc je vais d'abord parler de la partie à gauche, puis après de la partie à droite. Alors tout d'abord à gauche, on retrouve la droite. Voilà, c'est une ligne droite, c'est en rouge. Après, on retrouve un autre qu'on connaît bien, qui est le cercle. Donc le cercle, ça c'est assez connu. Et après, on va trouver l'ellipse. L'ellipse, ça correspond souvent aux orbites des différentes planètes. Hein. Donc c'est pas totalement un cercle, mais presque. Et après, on va trouver la parabole, donc qui est représentée en noir sur le schéma de gauche. Et on va trouver l'hyperbole, qui est un peu plus ouverte que la parabole, qui est représentée en vert. Voilà. Alors, la particularité du cercle, hein, c'est que si jamais on a des rayons de lumière qui viennent de l'infini, qui touchent un cercle, en fonction de si vous êtes proche du centre ou si vous êtes loin du centre, tous les rayons ne vont pas arriver en un seul point. Donc il n'y a pas qu'un seul point focal. Donc quand vous êtes au centre du cercle, le rayon va arriver au plus près du cercle, et plus vous vous éloignez du bord, enfin du centre du cercle, et plus les rayons seront focalisés loin du cercle. Voilà. Donc ça, c'est la particularité du cercle. Donc c'est pas terrible quand on veut mettre tous les rayons au même endroit. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt la parabole. La parabole, plus vous êtes, en fait, en fonction, tous les rayons qui arrivent parallèles à la parabole, enfin qui arrivent parallèles du coup et qui touchent la parabole, sont tous focalisés en un point. Voilà. Et pareil pour l'hyperbole. Vous allez dire, mais c'est quoi la différence du coup entre les deux?
Tout simplement, c'est les rayons qui ne sont pas dans l'axe, donc qui ne sont pas alignés avec le centre du champ de vision, on peut dire ça comme ça. C'est les rayons qui sont alignés avec le centre, eux vont dans l'hyperbole et dans la parabole tous arriver en un point, qu'on appelle le point focal. Par contre, les rayons qui sont pas alignés avec le centre, mais qui viennent quand même de l'infini, dans la parabole vont tous se répartir le long en fait d'un cercle, donc et pas d'un plan. Par contre, pour l'hyperbole, ils vont tous atterrir sur un plan, du coup. Voilà. Donc ça sera plus simple vu que nos capteurs, par exemple, pour faire des images, bah, ils ont la particularité d'être plans. C'est des trucs plats, du coup. C'est pas des trucs, sphériques. Du coup, la parabole, en fait, va entraîner des problèmes optiques pour les capteurs et que ne va pas entraîner l'hyperbole. Voilà. Alors nous, on a l'avantage que notre œil n'est pas plat. Les capteurs de notre œil sont répartis, selon une sphère et donc on verra moins ce problème, du coup. On le verra quand même, mais on le verra moins. Alors, pourquoi on appelle ça des coniques, toutes ces courbes? Parce qu'en fait, ça correspond à des sections de cônes. Voilà. Donc, on va prendre le schéma de droite. Si je coupe le cône, du coup, comme pour le cercle rouge, j'obtiens un cercle. Si je le coupe un peu de biais, j'obtiens du coup une ellipse, ce qui est en violet. Si je le coupe vraiment totalement de biais, on obtient du coup une parabole en vert et si jamais je le coupe quasiment à la verticale, j'obtiens du coup une hyperbole en bleu. Voilà. Ça, c'est pour vous présenter ces différentes courbes. C'est pas ultra important, mais ça permettra de comprendre les termes que j'ai mis après. Donc là, on va parcourir les différents instruments. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez les mettre à l'écrit, hein. Je les lis et je pourrai y répondre en direct. Sinon, de toute façon, à la fin, il y aura une séance de questions qui sera dédiée, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur le live. Sur le live, bien sûr. Alors du coup, parlons un peu des lunettes. Alors attention, les chiffres que je vais donner, ça correspond à des chiffres que j'ai vus dans les magasins Astro actuellement et ça correspond à des instruments, on va dire, qui sont accessibles au grand public. Voilà. Dedans, j'ai pas mis les instruments semi-pro, donc qui sont à plus de 10 000 €, qui existent, hein, mais que je n'ai pas catégorisés, dans ce live. Voilà. J'ai essayé quand même de garder des instruments accessibles. Voilà. Donc la lunette, on l'a déjà vu, hein, donc son rôle, ça peut être simplifié en une lentille convergente qui prend les rayons qui viennent de l'infini et qui les converge en un point. Voilà. Après, derrière, on met un oculaire pour repasser ça à l'infini. Voilà. Alors il s'avère que en fait, en réalité, il n'y a pas qu'une seule lentille, il y a entre 2 et 8 lentilles en fonction des corrections qu'on voudra. Le souci de la lunette, c'est que du coup, on n'a pas beaucoup de focales parce que la longueur de la lunette est directement proportionnelle à la focale. Donc plus on a de focale, plus la lunette est longue et donc ça va créer un important, encombrement. La lunette en général est un instrument assez ouvert, c'est-à-dire que le rapport le diamètre entre la focale et le diamètre est assez petit, du coup. Même si on trouve des lunettes, avec un rapport focal-diamètre de 9 et on peut installer ce qu'on appelle un réducteur qui va réduire la focale de l'instrument et en général, c'est souvent un réducteur correcteur qui va du coup aussi corriger les aberrations, heu, des lunettes. Alors pourquoi les aberrations? Parce qu'en fait, la lumière traverse le verre. Donc à partir du moment où elle traverse le verre, elle va être, elle va subir des aberrations qu'on dit de chromatisme. C'est-à-dire que toutes les couleurs ne vont pas passer de la même façon dans le verre et du coup, elles vont pas atterrir tous au même endroit à la fin. Ce qui va donner, par exemple, des images ou même dans votre œil, si vous regardez par exemple Jupiter, bah, vous avez plusieurs fois Jupiter, une bleue, une rouge et une verte par exemple, qui ne seront pas superposées. Donc ça va vous donner des images un peu dégueulasses. Vous pouvez le voir en général régulièrement. Le chromatisme, on le voit souvent autour d'objets lumineux, dans la vie réelle. On a une sorte de tache de couleur autour de ces objets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chromatisme. Voilà.
pour ça que j'ai mis que la qualité des lunettes est assez variable. C'est-à-dire que si vous avez que 2 lentilles, en général, vous allez avoir beaucoup de chromatisme, donc beaucoup de défauts de couleur et vous allez avoir ce qu'on On ne t'entend plus. Allô, allô? c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est revenu. C'est Parfait. mon casque sans fil qui avait plus de batterie. Bon, très bien. Je te laisse reprendre. OK, donc je disais, la qualité des lunettes est assez variable. C'est-à-dire que si vous utilisez que 2 lentilles, vous allez avoir beaucoup de chromatisme et aussi beaucoup de coma. Donc la coma, ça va être une déformation des étoiles qui va être de plus en plus importante, plus vous allez sur le bord. Voilà. En fait, elle va créer ce qu'on appelle des comètes, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est les étoiles, en fait, sont sous forme de triangle, un petit peu et donc on dit souvent que ça ressemble à une comète, d'où le mot coma. Voilà. Donc cette aberration, d'ailleurs, on va le retrouver dans beaucoup d'instruments. Ainsi par contre, le chromatisme, ça sera propre à la lunette parce que pour créer du chromatisme, il faut traverser une surface. Comme je vous ai dit, enfin traverser un volume du coup de verre et comme je l'ai dit tout à l'heure, les miroirs, on ne les traverse pas, on rebondit dessus, on rebondit à la surface, alors que les lentilles, on les traverse. Donc cette aberration de chromatisme, ce sera vraiment propre aux lunettes. Alors le prix est très variable. Concrètement, on peut acheter une lunette à 100 €, qui a un diamètre de 50 millimètres, dans lequel on verra pas grand-chose, comme une lunette, à un prix infini. Et donc, alors pourquoi un prix infini? Pourquoi ça peut être le prix peut être de variable à important? Parce que, tout simplement, plus on va rajouter de lentilles, meilleure on aura une image, meilleure sera l'image, mais plus cher sera l'instrument. Voilà, à chaque fois que vous rajoutez un élément optique, vous multipliez le prix de l'instrument et alors ce qu'on voit souvent, c'est que les lunettes, en général, on va rarement trouver une lunette de plus de 150 millimètres de diamètre, en tout cas accessible au grand public. Voilà. Parce que c'est de plus en plus compliqué de faire des lunettes de bonne qualité. Voilà. Des lunettes, des lentilles de bonne qualité. Donc plus on multiplie le nombre de lentilles, plus on augmente le prix et plus on augmente le diamètre des lentilles et plus on augmente le prix. Voilà. Et vu qu'on peut pas faire n'importe quoi dans la courbure des lentilles, et ben la focale est quand même assez liée au diamètre et c'est pour ça qu'on a une ouverture en général de, en moyenne, 6-7 pour les lunettes. Voilà. Donc encombrement important, hein, parce que du coup la longueur de la lunette est proportionnelle à la focale. Donc si vous avez 1,20 m de focale, donc 1500 millimètres, votre lunette fera 1,20 m de long. 1 mètre, je recommence. Si la lunette a 1500 millimètres de focale, alors la lunette fera 1,50 m de long, soit votre taille, enfin un peu plus petit que votre taille moyenne. Donc c'est très compliqué de l'utiliser. Il y aura ce qu'on appelle un bras de levier important. Un bras de levier, c'est concept mécanique, du coup, qui va être compliqué à installer et à positionner, dans le ciel, pour observer le ciel. Du coup, on va souvent avoir un poids qu'on peut dire moyen, au sens où, bah, si vous avez 8 lentilles, la lunette, sera assez lourde. Par contre, si vous avez 2 lentilles, la lunette sera assez légère. La mécanique qu'il faut pour tenir les lentilles, en général, est assez limitée. Donc la lunette quand même, en général, alors sauf pour les lunettes bien sûr qui ont 6 ou 8 lentilles, la lunette sera assez en moyenne assez légère quand même. Voilà. Alors, du coup, une petite photo de lunette, hein. Donc ça, c'est une lunette, de 72 millimètres qui possède 2 lentilles, plus un traitement spécial qui va limiter le chromatisme, qu'on appelle un traitement ED. Voilà. C'est pour ça que dessus, vous avez marqué EvoStar 72, c'est le diamètre en millimètres, et ED, c'est le traitement qui a été appliqué devant pour limiter le chromatisme. Voilà. Alors passons sur le Newton. Donc avant, on avait ce qu'on appelle un réfracteur, donc c'est-à-dire que la lumière passait à travers. Et maintenant, on a ce qu'on appelle un réflecteur, au sens où la lumière ne passe pas à travers, la lumière rebondit sur les différents éléments optiques. Voilà. Donc le Newton, en général, on a un diamètre entre à peu près 114 millimètres pour les plus petits, qui peut aller jusqu'à 300 millimètres, voire plus dans le cadre des Dobson. Donc les Dobson qui sont des Newton, mais avec une mécanique
pour les positionner dans le ciel, un peu spécial. Voilà. Alors on va pas voir aujourd'hui les montures, les différents types de montures. On va seulement voir les différents types de tubes optiques, ce qui est déjà pas mal et ça va nous prendre un certain temps. Alors, les Newton, en général, un peu comme les lunettes, ils auront une ouverture de 4 à 9 et du coup une focale assez grande qui va de 600 mm à 1500 mm. Voilà. Alors dans le cadre d'un 300 mm, donc si vous faites le calcul, ça fait FD5 si vous avez 1500 mm de focale. Alors pareil, comme la lunette, la longueur du tube du Newton sera quasiment la même que la focale. Alors pour voir un peu la longueur du tube, pour comprendre un peu le mouvement de la lumière dans ce tube, on peut voir le schéma optique. Donc on a à gauche, les rayons qui arrivent de l'infini, de notre étoile, donc le rayon vert et violet. Ils rebondissent sur notre miroir qui est parabolique et qui est concave, du coup. Donc ça veut dire qu'il y a un creux au centre, voilà, si vous le regardez par au-dessus. Et du coup, cette lumière va être concentrée en un point, mais avant d'arriver au point, elle va être interceptée par un miroir plan qui va juste faire rebondir la lumière à 90 degrés pour être éjectée sur le côté. Du coup, ce qui va nous permettre de pouvoir voir l'objet avec l'oculaire sans se mettre devant le télescope. Voilà. Faut savoir que pour les très très gros télescopes qu'il y avait dans les observatoires, il y a plusieurs années, il y a plusieurs centaines d'années même d'ailleurs, on n'avait rien pour accrocher ce miroir secondaire plan devant l'instrument. Donc en fait, on tendait un grillage devant l'instrument et il y avait un petit gars qui parcourait alors c'est pas un grillage, c'est un filet. Qu'on avait un astronome qui parcourait ce filet avec son oculaire pour aller voir l'objet qu'il cherchait en fait. Ouais. Donc il se mettait à la place du miroir secondaire. Voilà. Alors je dis d'ailleurs le terme miroir primaire et secondaire. Donc le miroir primaire c'est le premier qui voit les rayons de lumière et le miroir secondaire c'est le deuxième qui voit les rayons de lumière. C'est comme ça qu'on dit primaire et secondaire. Donc ce qu'on peut voir c'est que en général le miroir secondaire n'est pas très grand, donc on va vraiment récupérer la lumière au dernier moment. Et c'est pour ça que la longueur en général du tube est quasiment égale à la longueur focale. Voilà. Donc encombrement important. Il est assez léger parce que c'est quand même plus simple de faire des miroirs que des lentilles. Et en général, enfin c'est pas en général, et dans le cas d'un Newton, il n'y a que 2 miroirs, alors que dans le cas d'une lunette, on va souvent avoir plus que 2 lentilles quand même. Et donc ça va peser à diamètre égal. Un Newton va quand même peser moins lourd qu'une lunette. Voilà. Par contre, attention, vu qu'il y a un miroir secondaire, on ne va pas pouvoir exploiter tout le diamètre. On a quand même une partie de la lumière qui va être cachée par le miroir secondaire. Voilà. Alors, du coup, par contre, vu que c'est plus simple de faire des grands miroirs que des grandes lentilles, bah, on va trouver du coup plus facilement des grands diamètres dans le cadre des Newton. Donc, on peut on peut trouver jusqu'à 300 mm de diamètre. Et du coup, c'est aussi plus facile de fabriquer des miroirs que des lentilles. Du coup, ça va aussi coûter moins cher. Donc, c'est pour ça que, par exemple, un Newton de 114 sur 900 de focale, on va pouvoir l'acheter dans les 150 €. Alors, je parle juste du tube à chaque fois hein, pour les prix. Par contre, un Newton de 300 mm, on va l'acheter 1000 €. Alors autant vous dire que bon, déjà une lunette de 300 mm, ça ne s'achète pas dans le commerce et ça ne vaut pas du tout 1000 €, hein. Voilà. Même s'il y a que 2 lentilles. Ça ne coûte pas 1000 €. Ça coûte au minimum, allez, je dirais 20 à 30 fois plus cher, au moins, dans le cadre d'un truc qui ferait 300 mm. Mais bon, vu que c'est pas vraiment achetable dans le commerce, ce chiffre veut un peu rien dire, hein. Il faut se rendre compte.
Alors c'est assez léger, donc je l'ai dit, parce que peu d'éléments optiques. L'optique est assez simple, mais on retrouve quand même la coma qui va du coup créer ce qu'on appelle une aberration au niveau des étoiles, et donc qui va déformer les étoiles. Plus vous allez vous éloigner du centre du champ, et plus les étoiles seront déformées. Voilà. Donc tous les newtons, sans exception, font de la coma, et on va pouvoir mettre ce qu'on appelle un correcteur qui va corriger cette coma. Voilà. D'ailleurs, il existe aussi des réducteurs, donc qui vont réduire la focale pour les newtons. Ça existe aussi. Voilà. Donc une petite photo Newton. Donc on voit bien le porte-oculaire qui est sur le côté, donc là où on va mettre l'oculaire, et on voit bien l'ouverture du tube avec d'ailleurs ce qu'on appelle l'araignée, qui est l'espèce de croix qui tient le miroir secondaire au milieu du tube. Voilà. Alors le miroir primaire, on le voit pas, il est au fond du tube. Voilà. Alors passons au casse-grain. Donc le casse-grain, c'est un instrument qui est un peu plus compact, au sens où là, la longueur de l'instrument n'est pas du tout reliée à la distance focale. Du coup. Mais à cause de la façon de le construire, hein, du coup, on a une distance focale minimale qui est quand même assez forte pour le casse-grain, et donc on va avoir ce qu'on appelle un tube fermé, donc un tube qui ne sera pas très lumineux, où les objets ne seront pas très lumineux dedans, parce que du coup le rapport focal sur diamètre sera en général de 10 à 12, voire plus. Voilà. On va pas trouver de petits casse-grains dans le commerce. En général, ça démarre à 150 mm de diamètre, et c'est trouvable jusqu'à 250 mm. Après, il y en a d'autres, hein, il y a plus que 250 mm, mais déjà ça reste très très rare à trouver, et en plus c'est des prix qui sont plus du tout accessibles aux simples amateurs. Voilà. En tout cas aux amateurs moyens, on va dire. Ils n'ont pas gagné au loto. Alors la distance focale du coup sera importante, donc là par rapport à tout à l'heure, on démarre sur des distances focales de 1 mètre, enfin de 1800 mm qui vont jusqu'à 3 mètres. Heureusement, la distance focale n'est pas reliée à la longueur du tube, sinon on aurait des tubes de 3 mètres, ça serait inutilisable hein, avec le matos qu'on a accessible. Et donc on va voir, on va décrire un peu l'optique. Qu'est-ce qui se passe dans cette optique? J'ai vu un truc s'afficher. Hop. Ah oui, ça a été mis dans l'autre conversation. Ouais. Pourquoi dit-on, merci, dit-on que les casse-grains sont plutôt réservés aux planétaires? Alors parce qu'en fait, du coup, vu qu'ils ont une grande focale, vu que le grossissement est relié à la focale de l'instrument et aussi à la focale de l'oculaire, vu qu'on va pas pouvoir faire des focales d'oculaire infiniment petites, ça sera plus simple de grossir avec un casse-grain, vu qu'il a plus de focale, qu'avec un Newton. Alors on peut rajouter des éléments optiques qui s'appellent des barlots, qui permettent d'augmenter la focale d'un instrument, mais rajouter un élément optique, c'est aussi rajouter des défauts, et du coup perdre des détails sur l'image. Voilà. Donc c'est pour ça que en général un casse-grain est beaucoup plus destiné aux planétaires, donc à observer des objets petits, que à observer des grands objets type le ciel profond. Alors aussi, attention, vu que le casse-grain est assez fermé, du coup, il va avoir des objets moins lumineux. Ça tombe bien, les planètes, ça fait partie des objets les plus lumineux du ciel. Voilà. Donc ça reste cohérent pour l'observation des planètes. Alors, l'avantage aussi du casse-grain, c'est que c'est un instrument qui est compact. Alors pourquoi? Donc on a ici les deux rayons qui viennent de notre étoile, toujours à l'infini, toujours parallèles, qui viennent toujours taper au fond sur le miroir parabolique, qui après du coup renvoie la lumière et qui devrait arriver à peu près ici. Donc si on aurait mis un miroir plan, bah, la lumière on l'aurait trouvée ici. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait se mettre à l'intérieur du tube pour pouvoir voir l'objet. Ce qui n'est pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un miroir qui est hyperbolique, mais cette fois-ci, ici il était concave, ici il est convexe. Donc c'est un miroir qu'on dit divergent. Donc il va empêcher la lumière de focaliser à cet endroit-là, et va
le permettent de focaliser plus loin. Voilà. Pour arriver derrière le miroir primaire, et c'est pour ça que le miroir primaire en général a un trou au centre. Alors ce trou n'est pas gênant parce que de toute façon la lumière n'arrivera pas au centre parce qu'elle est cachée par le miroir secondaire. Voilà. Et donc la focale en fait, c'est pas la focale du miroir primaire qui est indiquée, c'est la focale du miroir primaire plus la focale du miroir secondaire qui a lui-même sa propre focale. Alors c'est pas exactement une addition, hein, le calcul est un peu plus complexe, mais le concept est là. Et donc c'est pour ça que par exemple, si vous enlevez le miroir secondaire et que vous mettez une caméra, la focale ne sera pas du tout la même. La focale vue par la caméra. Voilà. Alors si vous regardez avec un oculaire à la place du miroir secondaire, c'est possible, hein, mais bon, ça va être compliqué parce que vous allez cacher la lumière avec votre tête. La focale ne sera aussi pas du tout la même. Voilà. Du coup, grâce à cette focale importante, c'est un instrument du coup qui sera du coup assez adapté à voir les petits objets, donc les objets qui nécessitent un gros grossissement. Voilà. Alors, le construction du casse-grain possède du coup 2 optiques qui sont plus lourdes que les 2 optiques du Newton, parce que je vous rappelais tout à l'heure on avait une optique qui est parabolique, donc creuse, hyperbolique et convexe, donc on va dire avec une bosse au milieu, plus ou moins on peut dire ça comme ça. Et donc ces 2 optiques-là font une certaine épaisseur, et donc le secondaire du casse-grain est beaucoup plus épais que le secondaire du Newton, du coup. Et donc plus lourd, et aussi plus compliqué à fabriquer. Donc c'est pour ça que le casse-grain vaut plus cher qu'un Newton, et qu'il est aussi plus lourd qu'un Newton, parce que les 2 éléments optiques sont quand même plus lourds. Même s'il est plus compact, donc qui prend moins de volume, et bah du coup il est quand même plus lourd. Voilà. Hop, donc on continue. Donc actuellement dans le commerce, c'est difficile d'acheter un plus de 250 mm, et donc un casse-grain de 250 mm, ça vaut 3 500 €. Voilà. Une petite photo du casse-grain, donc là on voit bien l'araignée, hein, pareil comme le Newton, qui tient le miroir secondaire. Par contre, on voit bien qu'il y a pas de porte-oculaire sur le côté. Le porte-oculaire est à l'arrière, du coup derrière le miroir primaire, qu'on ne voit pas aussi, hein, parce qu'il est au fond du tube. Alors, le cas du Schmitt casse-grain. Donc le Schmitt casse-grain, c'est monsieur Schmitt, du coup, qui l'a inventé, et qui est en fait une modification du télescope casse-grain. Donc cette fois-ci, on va plus se faire chier à faire un miroir parabolique, on va faire un miroir plus simple qui va être sphérique. Donc qui dit sphérique dit tous les points vont pas arriver au même endroit à la fin. Après le miroir secondaire, on va le garder hyperbolique pour pas qu'il entraîne encore plus de défauts optiques. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais alors c'est nul comme instrument. L'optique doit pas être bonne. Alors si, par contre, j'ai mis bon. Oui, mais il y a un truc qui a été rajouté qui s'appelle la lame de Schmitt devant. Et donc la lame de Schmitt, en fait, si vous prenez lame de Schmitt plus miroir sphérique primaire, vous obtenez du coup un miroir quasiment parabolique. Voilà. Alors pourquoi on le fait en 2 fois? Parce qu'en fait, c'est plus simple de fabriquer un miroir sphérique, et c'est aussi assez simple de fabriquer une lame de Schmitt. Par contre, attention, cette lame de Schmitt, elle sert à 2 choses. Déjà, elle sert à compenser le fait qu'on n'a pas un miroir parabolique, et elle sert aussi à corriger les défauts de fabrication du miroir sphérique. Parce qu'un miroir sphérique, c'est pas jamais parfaitement une sphère, comme pour une parabole, hein, c'est jamais parfaitement une parabole, comme pour l'hyperbole, c'est jamais parfaitement une hyperbole. Donc il y a ce qu'on appelle des défauts optiques, qui sont dus au fait que on peut pas fabriquer une optique parfaite. Et donc pour corriger ces défauts optiques, en fait, on va modifier l'épaisseur de la lame qui est devant, qui va corriger du coup ces défauts. Du coup, la lame va avec le miroir. Si vous cassez la lame, le miroir derrière est inexploitable. Voilà. C'est pour ça que quand on fait tomber un Schmitt casse-grain, si on casse la lame, il est plus exploitable. Et en fait, on peut pas acheter n'importe quelle lame parce que la lame va avec le miroir. Voilà. C'est aussi pour ça que quand on démonte la lame d'un Schmitt casse-grain, il faut la remettre exactement dans la même position. Sinon,
on ne va plus compenser les défauts optiques et on se retrouvera avec une image dégueulasse. Sinon, le principe de fonctionnement est le même que le casse-grain. En général, un Schmidt casse-grain va être ouvert à 10. Donc il y a un rapport de 10 entre la focale et le diamètre du coup. Donc le plus petit que j'ai trouvé dans le commerce, c'est 127 mm de diamètre. Attention, le C90 de Celestron n'est pas un Schmidt casse-grain. Voilà. Le premier, c'est le C4 du coup. Voilà, qui fait 127 mm de diamètre. Alors les Schmidt casse-grain sont connus pour être principalement fabriqués par la marque Celestron et Meade, voilà, qui sont les principaux fabricants de ce type d'instrument. On peut en trouver jusqu'à 350 mm de diamètre et qui ont du coup 3,50 m de focale. Voilà. L'encombrement est faible, hein, comme dans le cadre d'un casse-grain, grâce au miroir hyperbolique du coup. Donc c'est en fait la focale, c'est pas la focale du miroir primaire, mais c'est la focale du miroir primaire plus de miroir secondaire. Voilà. On a 2 éléments optiques assez lourds, la lame de Schmidt étant négligeable en termes de poids par rapport aux autres. Et l'optique est assez bonne parce que du coup elle est corrigée grâce à la lame en fait. D'ailleurs, on peut trouver, j'ai mis ça R6.4, ça veut dire qu'on peut trouver aussi des réducteurs qui vont réduire la focale du Schmidt casse-grain de telle façon qu'il aura un rapport entre la focale et le diamètre plus que de 6.4. Voilà, qui le rend assez polyvalent. En termes de prix, donc le plus petit est à 900 et le plus grand est à 10 000 €. Hein, voilà, donc ça explose quand même assez vite. Hein. Donc on n'est pas sur les mêmes prix que le Newton. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, le Newton de 300 mm, on était à 1000 €. Hein. Il y a un facteur 10. Alors bon, ok, il est un peu plus grand là, c'est 350 mm contre 300 mm tout à l'heure. Mais si on ferait un Newton de 350, je vous assurais qu'il ne coûterait pas 10 000 €. Voilà. On serait plutôt aux alentours de à peu près 2000 €. Voilà. Alors, une petite photo. D'ailleurs, on voit très bien la lame. Alors, les différences d'épaisseur de la lame, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Hein. C'est des micromètres, voire des nanomètres à certains endroits de différence d'épaisseur. Voilà. D'ailleurs, une vitre d'une fenêtre n'est pas très précise en termes d'épaisseur. C'est pour ça que si vous regardez une étoile à travers une vitre, l'étoile sera déformée en fait, parce que la lumière ne va pas interagir de la même façon en fonction d'où elle passe par la vitre. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais regarder à l'intérieur de chez vous un objet qui est à l'extérieur avec votre télescope. L'image sera totalement déformée. Voilà. Alors continuons sur le Maksutov casse-grain, donc c'est une autre variante du casse-grain. Donc cette fois-ci, on n'a plus une lame à l'avant, mais on a ce qu'on appelle un ménisque. Donc pareil, hein, même principe, on a les rayons parallèles qui sont par contre un tout petit peu focalisés par le ménisque, qui a sa propre focale en fait. Ça va agir un petit peu comme une lentille, pas exactement, mais un petit peu. Puis après, ça va être encore focalisé par le je vais y arriver, par le miroir primaire. Puis après, continuer à être alors un peu moins focalisé du coup par le miroir secondaire, comme pour le casse-grain. Voilà. Donc la focale, en fait, qui va de l'instrument, ça sera l'association du ménisque, du miroir primaire et du miroir secondaire. Et là, du coup, on va faire encore pire que le Schmidt casse-grain, on va encore moins se faire chier, et puis on va faire un miroir sphérique en primaire et un miroir sphérique en secondaire. Voilà. Comme ça, autant faire 2 miroirs qui sont simples à fabriquer. Et en fait, du coup, pour corriger les défauts de ces 2 miroirs ensemble, on va mettre le ménisque qui va du coup corriger les défauts du primaire et du secondaire. Voilà. Ce ménisque est très compliqué à fabriquer, et du coup, c'est pour ça que vous ne trouverez pas de Maksutov de plus de 20 cm de diamètre. Alors, ça existe, hein, des trucs de plus de 20 cm de diamètre, mais c'est plus une exception qui confirme la règle. Hein. Et sur 20 cm de diamètre, vous êtes déjà à plus de 2000 €. Du coup, j'ai même pas envie d'imaginer le prix d'un Maksutov qui ferait 30 cm de diamètre.
Je pense qu'on serait pas très loin des 30, 40, peut-être 50 000 euros. Facile, voilà. Ça explose énormément parce qu'en fait, ce ménisque coûte très cher, comme une lentille, hein. Comme pour les lunettes, ce ménisque coûte très cher à fabriquer. Du coup, grande qualité d'optique parce que là, on a vraiment très bien corrigé l'instrument. C'est beaucoup plus simple de corriger avec le ménisque que de corriger avec la lame de Schmitt. Par contre, instrument très lourd parce que du coup, là, on a 3 éléments optiques. Là, le ménisque n'a pas un poids négligeable cette fois-ci. C'est vraiment il va agir comme un poids non négligeable dans le tube. Encombrement assez faible au vu de sa focale. Par contre, ouverture assez faible aussi, hein. Là, on est sur du 13 en rapport focal sur diamètre, ce qui fait que le Max Zutoff est un instrument qui est très peu lumineux. Voilà. Le plus petit que j'ai trouvé, c'est le C90 de la marque Celestron, qui fait 90 mm de diamètre, et le plus gros, qui fait 20 cm de diamètre. Alors, en Max Zutoff, vous trouverez 2 sortes de Max Zutoff. Alors, celui-là, on voit qu'il y a un secondaire, mais on voit pas d'éléments mécaniques qui le tient. Tout à l'heure, sur le Schmitt casse-grain, on voyait qu'il y avait une vitre, mais on voyait qu'il y avait une sorte de capot en plastique au milieu, qui correspondait au secondaire. Là, on voit plus de capot en plastique, tout simplement parce qu'en fait, le secondaire, c'est juste de l'aluminium qui a été déposé sur l'intérieur du ménisque. Voilà. Alors malheureusement, cette contrainte est assez forte de faire ça. Donc quand on a un Max Zutoff qui est comme ça, il est obligatoirement ouvert à FD13, du coup, voire 14. Et sinon, on trouve des Max Zutoff avec des vrais secondaires. Donc là, il y a un trou au milieu du ménisque et on va installer un secondaire, du coup, qui n'est pas forcément sphérique, d'ailleurs, dans ces modèles-là. Voilà. Alors pour information, le Max Zutoff, comme on a devant nous là, ça s'appelle pas un Max Zutoff en réalité, ça s'appelle un Max Zutoff Gregory. Voilà, pour la culture générale. Qui est une sorte de Max Zutoff un peu spécial, mais c'est du coup le plus simple à fabriquer parce que vous n'avez pas d'éléments mécaniques. Et en plus, le gros avantage de cet instrument, c'est que du coup le secondaire ne peut pas se dérégler en fait, vu qu'il est physiquement attaché au ménisque. Voilà. Et on va finir sur le dernier, le plus complexe. Enfin, le plus complexe. Ça reste encore une modification du casse-grain qui s'appelle le Ritchey chrétien. Du coup, le Ritchey chrétien, la particularité, c'est qu'il a 2 miroirs hyperboliques, donc qui n'ont pas de défaut de coma, justement. Donc la qualité est très bonne au sens où on n'a plus d'aberration optique qui reste, à condition bien sûr qu'il soit bien réglé. Et surtout, du coup, à la fin, on obtient ce qu'on appelle un champ plat. Donc, c'est-à-dire que tous les rayons de lumière convergent, quel que soit d'où ils viennent, convergent tous sur un plan. Et du coup, c'est pratique pour mettre un capteur derrière. Donc, c'est un instrument qui n'est pas du tout fait pour le visuel. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas foutu des miroirs hyperboliques partout sur les instruments avant? Ça aurait évité d'avoir des problèmes de coma. Parce que simplement, un miroir hyperbolique, c'est le plus compliqué à fabriquer. Le plus simple, c'est le sphérique. Celui qui est entre les deux, c'est le parabolique. Et le plus compliqué, c'est l'hyperbolique. Alors, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen simple de mesure pour pouvoir vérifier que le miroir est bien hyperbolique. Voilà. Donc, c'est pour ça que les Ritchey chrétiens valent assez cher. Et en plus, sont souvent dédiés à la photo parce que du coup, ce concept de champ plat n'est important surtout qu'en photo. Et en plus, ça nécessite du coup un miroir secondaire qui est assez grand et qui du coup va beaucoup obstruer la lumière et du coup va nous faire perdre en contraste. Alors le contraste, c'est la différence entre la plus forte luminosité et la plus faible luminosité. Et donc c'est important en astronomie parce que c'est ça qui nous va permettre de bien voir les nébuleuses par rapport au ciel. Et donc perdre des contrastes, ça voudra dire que notre œil va moins bien voir les nébuleuses dans un Ritchey chrétien que dans un Newton par exemple. Voilà. Alors, c'est un instrument qui est assez lourd parce que la mécanique pour tenir ces 2 miroirs hyperboliques est assez importante, la mécanique nécessaire, et donc ça la rend lourd. C'est un instrument avec un encombrement moyen, un peu comme le casse-grain, grâce au miroir du coup secondaire hyperbolique.
Et en termes d'ouverture, on est sur un truc moyen, donc entre 8 et 9 en ouverture pour un Ritchie chrétien. Et le prix, là je me suis arrêté à un Ritchie chrétien de 350, mais il en existe jusqu'à 800 mm de diamètre, voire plus, achetable dans le commerce. Et donc il y a des prix, là je me suis arrêté à 7000 €, mais à des prix qui vont bien plus loin que 7000 €. D'ailleurs, on peut voir de façon assez surprenante que le Schmidt Cassegrain de 350 mm est plus cher que le Ritchie chrétien de 350 mm. Voilà. Alors une photo du Ritchie chrétien qui ressemble du coup beaucoup au casse-grain, parce qu'en fait, en réalité, vu qu'on n'a pas de lame ou de ménisque devant, en fait, on est très très proche du casse-grain. La seule chose qu'on va changer, c'est la courbure des miroirs. On va parler de miroirs, on va passer de miroirs paraboliques et hyperboliques à 2 miroirs hyperboliques. Donc en fait, physiquement, c'est très compliqué de discerner un Ritchie chrétien d'un casse-grain quand on les a en face l'un de l'autre. Voilà. Alors en conclusion, il n'y a pas d'instrument idéal en réalité. J'ai pas un instrument à vous conseiller. En fait, chaque instrument aura ses forces et ses faiblesses. Donc ce qu'on peut dire d'un point de vue général, c'est que c'est l'ouverture qui, du coup, le rapport FD qui va décider beaucoup de choses. Donc en général, quand on a un rapport FD qui est petit, donc un instrument qui est dit ouvert, il sera vraiment dédié plutôt à l'observation d'objets du ciel profond, donc type nébuleuse, galaxie. Donc par exemple, les Newton et les lunettes seront vraiment adaptés à ça. Par contre, les instruments fermés, donc type les Schmidt Cassegrain, les Maksutov Cassegrain ou même les Cassegrain, sont quand même plutôt dédiés aux objets qu'on dit compacts, donc les objets lumineux et petits. Donc plutôt les planètes, les nébuleuses planétaires, les amas globulaires, voire les galaxies par la tranche. Du coup, ils sont très lumineux et assez compacts quand on les voit par la tranche. Petite chose aussi à savoir, c'est qu'on peut transformer un instrument ouvert, donc un Newton par exemple, en instrument fermé si on lui met une Barlow. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on rajoute un élément optique, on dégrade la qualité de l'image obligatoirement, quelle que soit la qualité du Barlow, hein. Un Barlow avec une qualité infinie, ça n'existe pas, donc de toute façon, vous allez dégrader l'image. Voilà. À l'inverse, c'est presque, on ne peut pas souvent réduire la focale. Il existe des réducteurs dans certains instruments, mais on ne peut pas réduire infiniment la focale. Alors que des Barlow, concrètement, on peut en mettre une infinité. En fait, c'est tout simplement qu'on peut réduire la taille du ciel qu'on voit, mais au bout d'un moment, on peut plus l'agrandir. Voilà, dans l'autre sens. Le RC, donc c'est pour Ritchie chrétien, plutôt dédié à la photo du ciel profond. Les Maksutov, Schmidt Cassegrain et Cassegrain dédiés plutôt à l'observation des planètes, mais pas que. Voilà, donc vous pouvez aussi voir des nébuleuses planétaires, des amas globulaires, assez simplement avec ce genre d'instrument. Et les lunettes et Newton, plutôt dédiées à l'observation du ciel profond, mais pas que. En mettant un Barlow, on peut très bien observer les planètes avec un Newton. Alors, vu que j'en parle pas maintenant, enfin en tout cas pas dans cette présentation, je vous ai mis le lien vers 2 sites internet qui vous permet de calculer le champ de vision, donc la portion du ciel que vous pourrez voir avec un instrument. Aussi ce qu'on appelle la résolution, donc c'est la taille du plus petit détail que vous pourrez voir avec votre instrument, donc qui est lié au diamètre, je le rappelle. Et l'échantillonnage qui est du coup, par contre lié à la photo cette fois-ci. Voilà, donc on va pas trop en parler. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que, il est déjà 22h44, je m'étais fixé 22h30 enfin, parce qu'on a dépassé un petit peu. Donc je vous invite à venir au prochain live du coup, à se recroiser sur les RCE. Si vous voulez me parler sur les RCE, je serai au stand de Planète Science pendant les 3 jours. Voilà. Vous demanderez Dragon Lost et puis je me reconnaîtrai. Voilà.
Du coup, je vous dis bon RCE à tout le monde, pour ceux qui peuvent y aller. Et sinon, bon astro. Profitez bien du ciel, pour ceux où il fait beau. Et puis, on se voit au prochain live ou sur Discord. Voilà. Au revoir tout le monde.